Bonjour tout le monde, bon midi, bon dimanche, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, Jeff Morancy. À l'animation encore de cette nouvelle édition du 2 février. On entame le mois de février de belle façon, c'est deuxième semaine de camp d'entraînement pour la troupe de Laurent Courtois qui était de retour en sol montréalais pour l'occasion et qui va retourner sous le soleil, je vais le dire comme ça, de la Floride pour aller poursuivre son peaufinement en vue du lancement de la saison prévu le 22 février prochain. Premier affrontement sera face à Atlanta United, un Atlanta United nouveau, reconstruit, on peut presque en parler comme ça. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre ça. La question qu'il faut se demander à ce moment-ci, c'est est-ce que le CF Montréal a une meilleure formation pour entamer la saison 2025 qu'elle ne l'avait pour entamer la saison 2024? Sur quoi on peut travailler? Si on regarde la fin de la saison 2024, où en était le CF Montréal? Début de la saison 2025, on peut s'attendre à quoi? Quelles devraient être nos attentes? Bref, on va regarder tout ça, à savoir si le CF Montréal s'est amélioré ou pas. Et pour regarder tout ça, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va regarder les départs. On va regarder également les arrivées des joueurs au sein de la formation. Donc, est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce qu'on s'est détruit? On va regarder tout ça ensemble dans les prochains instants. On va analyser les ajouts, donc ligne par ligne, défense, milieu de terrain ainsi que l'attaque. À savoir si le CF Montréal a progressé ou non avec ses intentions, avec ses buts, avec ses ambitions également. Parce que c'est important non seulement de regarder les prises, mais et les départs, les ajustements à cette formation-là, mais c'est important de les placer également dans le contexte et la réalité du CF Montréal, à savoir c'est quoi les besoins de cette formation-là. Alors, on va regarder tout ça dans le contexte actuel des choses. On va se parler également des attentes, justement, pour 2025. Quelles pourraient être les attentes? Quelles devraient être les attentes? Et comment l'organisation du CF Montréal peut améliorer les choses en vue de la prochaine saison. Alors, si vous êtes prêts, si vous le voulez bien, on part ça. Allez. Le CF Montréal, on va comparer les effectifs, comparaison globale des effectifs entre 2024 et 2025. Quels sont les départs importants et quels seront leurs impacts sur la formation? Quelles sont les arrivées clés au sein de la formation et qu'est-ce qu'elles vont apporter à l'équipe? La promotion des jeunes joueurs également au sein de cette formation-là. Qu'est-ce qu'elle pourrait aider? Qu'est-ce qu'elle pourrait amener? Alors, on va regarder, si vous le voulez bien, les arrivées et les départs. On va commencer par les départs. Donc, on vide la formation. Après, on va la remplir. Mais dans l'entre-saison, on a vu le départ de Gabriele Corbeau, Ryan Edwards, Grayson Doody, Joseph Martinez, Lassie Lapalainen, Mathias Coccaro, qui est parti en prêt au moment où on se parle. Victor Wanyama, Ryan Edwards, Robert Torkelson, Rida Zouir, Ilias Iliadis, Matteo Schiavoni, Grayson Doody, Joaquin Sosa, Logan Ketterer, Mathieu Chouanière, Ariel Lasseter, Rouen,
et Mason Toye. Ce sont tous des joueurs qui ont quitté la formation dans l'entre-saison ou en cours de saison 2024. On sait que Mason Toye, on sait que Rowan, on sait que Lasseter sont partis dans le mercato estival, tout comme Mathieu Choinière. Alors, ça, c'est les pertes qu'on a eues en cours de saison dernière. Mason Toye, Rida Zouhir, Elias Iliadis, Rohan Lasseter et Mathieu Choinière. C'est ce qu'on a perdu en cours de saison. À la fin de la saison, beaucoup de joueurs qui ne sont pas de retour avec la formation. On a non protégé certains joueurs et contrairement à l'habitude du CF Montréal qui ne protégeait pas des joueurs et qui les re-signait ou n'activait pas des options et les re-signait, cette année, on n'a pas été joué dans cette talle-là. Donc, on a annoncé le départ de Ketterer, Sosa, Dowdy, Schiavoni, Iliadis, Zouhir, Torkelson, Edwards, Wanyama, Kokaro, Lapalainen, Martinez et Gabriele Corbeau. Et aucun de ces joueurs n'est revenu avec la formation. On a quand même des arrivées. Si on compare les deux formations, donc en cours d'année, on est allé chercher Tom Pierce, on est allé chercher David Bougaille, Jack Ellie, Marshall Ruti et Caden Clark. Ce sont tous des arrivées qui se sont faits dans le mercato estival et qui ont contribué à la poussée du CF Montréal vers les séries d'après-saison. Donc, lorsqu'on se demande si les ajustements qui ont été faits en cours de saison ont été bien faits, est-ce que le CF Montréal, c'est la question qu'il faut se poser, était meilleur après le mercato estival qu'avant celui-ci? La réponse, elle est claire. Le CF Montréal était dans un passage à vide. Le départ de Mathieu Choinière a fait un grand bien à lui, à l'organisation, au vestiaire, au climat. Le départ de certains joueurs également qui étaient peut-être un petit peu moins heureux dans la situation montréalaise et qui ont été remplacés par des jeunes joueurs qui veulent avancer, qui veulent progresser, qui veulent du temps de jeu. Caden Clark devra confirmer en 2025, mais si on parle de l'arrivée 2024, a été un joueur étincelant avec le CF Montréal. Et il a relancé par le fait même Bryce Doux qui était en train de mourir à petit feu du côté du CF Montréal. Jenkely Marshall Ruti a fait le travail en fin de saison. Quelques ajustements à faire. On l'a mis dans le dur, lui qui partait d'un club moribond, le Toronto FC, pour arriver dans un club qui était prêt à donner corps et âme, à mouiller le maillot pour se rendre au sprint des séries. Il a répondu présent. Et ça, c'est tant mieux. David Bougaille aura été la doublure de Marshall Ruti avec la perte sur le flanc droit. On avait perdu antécédemment Zachary Broguillard. On avait perdu Rohan. On a perdu également Hector Herrera. Et on a ajouté donc Jacqueline Marshall Ruti. Fallait une doublure, c'est David Bougaille. On avait essayé Lapalainen, on avait essayé Lasseter, on avait essayé Mathieu Choinière. On avait mis plusieurs joueurs dans cette position-là. Et là, on a vraiment un joueur et sa doublure. Là, Tom Pierce, sur la gauche, nous a démontré de belles choses. On en a vu encore des belles avec le camp d'entraînement. Il faudra voir, par contre, s'il pourra confirmer et répondre présent. Dans les arrivées maintenant de l'entre-saison, la grande question qui demeure, est-ce que le CF Montréal a remplacé le départ de Joseph Martinez? C'est ça la grande question. Et à ça, j'ai le goût de vous répondre. Est-ce que le CF Montréal doit remplacer le départ de Joseph Martinez? Le CF Montréal s'est fait éclater défensivement la saison dernière
avec une de ses pires fiches, sinon la pire fiche de son histoire. Est-ce que le CF Montréal a besoin d'inscrire plus de buts? Pour le moment, j'en doute. Le CF Montréal, à mes yeux, doit concéder moins de buts. Et c'est un peu ce que Laurent Courtois et la haute direction avaient également identifié dans leur bilan, leur analyse. On doit défendre plus haut sur le terrain. On doit être mieux impliqué. Toutes les lignes doivent répondre présentes et la défensive, ça ne repose pas sur la charnière centrale, mais sur tous les éléments qui composent l'alignement de cette formation-là. On a ajouté Fabian Herberts en transfert de Chicago, Jalen Neal en transfert du LA Galaxy qui vient vraiment ajouter un plus à la défensive. On va le voir dans quelques instants. Giacomo Vrioni, après un passage compliqué aux révolutions de la Nouvelle-Angleterre, tentera à Montréal en 2025 de se relancer. Prince Owusu, même chose, a connu quand même des résultats intéressants du côté du Toronto FC en égard aux résultats collectifs obtenus par sa formation. Comprenez qu'il était dans un climat difficile, qu'il était dans une formation très compliquée, qui a changé 2 fois d'entraîneur-chef dans la saison, qui n'a pas de style, qui n'a pas de signature, qui est un ramassis présentement de possibles talents individuels qu'on n'a jamais réussi à établir en tant que collectif. Donc, résultat mitigé pour Prince Owusu, mais force est d'admettre qu'il y a un potentiel clair. Victor Letourri, qui arrive en transfert également, pourrait venir ajouter de la profondeur au milieu du terrain. Ce n'est pas l'acquisition éclatante, ce n'est pas une acquisition de premier plan. Victor Letourri devra permettre à cette formation-là d'avoir de la profondeur. Et on le sait, avec la faiblesse de l'alignement 2024, le problème, plus souvent qu'autrement, c'est qu'on avait le 11 de départ et on avait très peu de profondeur. Donc, en cas de blessure, en cas d'absence, on le sait, c'est long. C'est long. C'est très, très long, un calendrier de la MLS. Donc, il faut faire attention. NID Sinchuk, c'est la grosse prise du transfert qui excite Gabriel Gervais, qui excite Laurent Courtois, qui excite les Saputo. Donc, on espère qu'il sera en mesure d'exciter les fans. Faut comprendre une chose, NID Sinchuk arrive à un jeune âge d'un contexte géopolitique très compliqué, devra s'adapter à une nouvelle culture, un nouveau climat, un nouveau style de vie. Faudra lui permettre d'avoir un temps d'adaptation, mais NID Sinchuk peut être cette pépite. Initiative U22 qu'on attendait depuis plusieurs saisons à Montréal. Et là, ben, on pourrait l'avoir avec nous. Donc, si on regarde les changements tactiques des deux formations, si on regarde, est-ce que cette formation-là s'est améliorée? Est-ce qu'elle est mieux adaptée au style de l'entraîneur actuel, Laurent Courtois? Et quels sont les ajustements tactiques possibles aux nouveaux joueurs? Laurent Courtois et la direction du CF Montréal a très bien identifié la problématique 2024 du CF Montréal. Et contrairement à plusieurs fans qui aimeraient qu'on signe un neuf de haute qualité, on en parle trop peu souvent. Mais la problématique réelle du CF Montréal est de concéder moins de buts qu'il en a concédé en 2024. Si la saison 2025 du CF Montréal doit être un succès, ça passe par une équipe mieux adaptée au style de jeu de l'entraîneur-chef actuel, Laurent Courtois, et de ses nouveaux acolytes qu'on a nommés dans l'entre-saison, balayant du revers de la main là, presque la totalité du personnel
qui était sous la gouverne de Laurent Courtois. Donc, est-ce que l'équipe est mieux adaptée au style de l'entraîneur-chef actuel? La réponse au moment où on se parle, au 2 février 2025, c'est oui. L'équipe est mieux adaptée. Parce que pour la première fois depuis son arrivée, Laurent Courtois a eu connaissance et a participé également aux transactions, aux transferts qui ont modelé la formation en vue de la saison 2025. Il a également une équipe, selon moi, d'entraîneur-chef mieux adaptée autour de lui à le faire progresser. Un complément d'avantages importants entre ce qu'il peut amener au CF Montréal et ce qu'il doit compenser comme lacune. Maintenant, est-ce qu'il y a des ajustements tactiques qui sont possibles avec l'ajout des nouveaux joueurs qu'on a vus dans la liste précédemment? Visiblement, la réponse est oui. Au moment où on se parle, c'est légitime qu'on se demande, est-ce que le CF Montréal va évoluer dans le fameux schéma qu'on lui connaît de 3-4-2-1 ou le CF Montréal va évoluer dans une défensive à 4. On pourrait voir le CF Montréal évoluer en 4-3-3. On pourrait voir le CF Montréal évoluer en 4-4-2. On pourrait voir le CF Montréal évoluer en 4-2-3-1. Et cette latitude-là sont des cartes que Laurent Courtois n'avait pas dans sa manche pour la saison 2024. Est-ce qu'il y a des ajustements tactiques qui sont possibles avec l'ajout des nouveaux joueurs? Visiblement, la réponse est oui. Parce que, techniquement, on va avoir davantage de qualité individuelle sur le terrain pour se permettre d'ajuster le schéma tactique à une réalité différente que 2024. Si le CF Montréal jouait en 3-5-2, ou en tout cas, appelez-le comme vous voulez, 3-4-1-2, ou 3-4-2-1, voyez-le comme vous voulez. Mais on comprend le schéma tactique de la saison dernière. Et si le CF Montréal n'évoluait pas dans un 4-3-3 conventionnel, classique, c'est qu'il n'avait pas les atouts pour le faire. Évoluer en 4-3-3, évoluer en 4-2-3-1 te demande des capacités techniques individuelles qui sont différentes de ce que possède le CF Montréal. Samuel Piette est un 6 récupérateur incroyable, n'est pas le joueur qui va aller dribbler 2-3 adversaires et te propulser vers l'avant. On se comprend bien. Et c'est un peu ce que tu dois faire dans le 4-3-3 si tu veux avoir l'avantage de ton adversaire. C'est un peu ce que tu veux faire si tu veux surprendre ton adversaire et être en mesure, parce que c'est quoi le but? C'est que dans le dernier tiers offensif, tu dois toujours, ou dans la majorité du temps, te présenter en surnombre. Et si tu veux te présenter en surnombre, tu dois avoir des joueurs capables de monter le ballon, de décrocher et d'aller se positionner au haut de la boîte et de revenir pour défendre. Donc, c'était une difficulté la saison dernière. Alors, à ce niveau-là, l'effectif est d'autant plus complète chez le CF Montréal cette saison qu'elle ne l'est la saison dernière. Maintenant, si on évalue ligne par ligne cette organisation-là, en défense, on est plus solide par rapport à 2024, puisqu'on a sorti des joueurs qu'on ne voyait pas, qu'on ne voyait plus, ou très peu. On a conservé notre noyau, Alvarez, Waterman et Campbell, qui était, je vous dirais, la titularisation
presque sur une base régulière, faisait partie du 11 type. Donc, si on regarde le plus gros départ versus la plus grosse arrivée, c'est sans aucun doute le départ de Gabriele Corbeau et l'arrivée de Jalen Neal. C'est la plus grande transformation défensive entre les deux formations. Et ce que les statistiques démontrent, c'est qu'on a deux joueurs qui sont sensiblement pareils, à l'exception que Jalen Neal est plus jeune que Gabriele Corbeau, fait partie de la liste des 22 meilleurs joueurs sous 22 ans de la MLS et qu'il est supérieur à Gabriele Corbeau au niveau défensif. Je vous rappelle ce que je vous mentionnais tout à l'heure. Le CF Montréal a besoin d'une plus grande performance au niveau défensif pour la saison 2025 qu'elle ne l'a été en 2024. Le CF Montréal, pour connaître la croissance, pour avancer au tableau, doit être meilleur défensivement. Et ça, c'est une priorité. C'est une priorité. Maintenant, si on regarde au milieu de terrain, on a définitivement plus de créativité. On a plus de contrôle. On a des milieux de terrain qui sont mieux adaptés au jeu de l'équipe parce qu'on a plus de profondeur et plus de polyvalence. Il y a un lien qu'il n'y avait pas entre la défense et l'attaque dans le style de jeu. Et l'arrivée d'un Fabian Herberts va aider beaucoup à ce jeu-là. Ça va être hyper important, son implication avec le CF Montréal. On a également au milieu du terrain une chaude lutte au niveau offensif. Et ça, cette lutte-là, si elle demeure saine, elle va être bénéfique pour l'organisation. Au niveau de l'attaque, je le sais que plusieurs déplorent le départ de Joseph Martinez et identifient un non-remplacement de Joseph Martinez. Je pense que Sinchuk va aider cette formation-là. Vrioni va aider cette formation-là. Owusu va aider cette formation-là. Et je pense que les profils s'enlignent mieux ou s'insèrent mieux dans le style de jeu de l'entraîneur-chef que un Coccaro, que ce qu'on avait dans le passé. Donc, le CF Montréal est-il mieux armé offensivement? Peut-être pas sur un talent individuel, mais ce que je vous dirais, c'est que le talent, cette saison, est beaucoup mieux réparti et offre beaucoup plus de latitude à l'entraîneur-chef. Qui portera le danger devant le but? C'est ça la question. Qui va porter le danger devant le but adverse? La saison dernière, il n'y avait pas de question. Il n'y avait pas de question, c'était Joseph Martinez. Cette année, j'ai l'impression qu'on va pouvoir compter sur des gars comme Sinchuk. J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir compter sur des Caden Clark, qu'on va pouvoir compter sur des Vrioni, sur des Owusu. Bref, on a une latitude qu'on n'avait pas. Et ça t'évite les baisses de régime. Ça t'évite les blessures. Ça t'évite les absences. Ça t'évite également les passages à vide. Donc, si on regarde le potentiel offensif collectif cette année, il est définitivement supérieur au potentiel offensif de cette formation-là en 2024. Alors là, il reste quoi? Il reste à regarder comment on peut mettre ça dans des attentes et des projections. Si on compare les résultats attendus, Gabriel Gervais a été clair. Gabriel Gervais veut un trophée. Que ce soit le championnat canadien, la MLS Cup, la Gold Cup, il y en aura plusieurs occasions, mais il faut regarder ça. Les objectifs réalistes, est-ce que c'est les playoffs?
Est-ce que c'est la Coupe MLS? Est-ce que c'est le championnat canadien? On ne se le cachera pas, le championnat canadien sera sans aucun doute un des fers de lance de cette formation-là en 2025. Quels sont les objectifs réalistes si on joue mieux défensivement? Si le CF Montréal concède moins de buts, moi je pense qu'on peut progresser sur la base du calendrier de la saison régulière. Maintenant, est-ce que les playoffs, parce que c'est la question, le CF Montréal a tellement été peu ambitieux dans les dernières saisons que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut se qualifier pour les playoffs? Le CF Montréal l'a fait la saison dernière. Le projet, c'est clair qu'on veut qu'il avance. On veut qu'il aille par en avant. Donc, le CF Montréal doit avancer absolument. Sinon, ce n'est pas une réussite. Donc, le CF Montréal, 5e dans l'Est, c'est quelque chose de possible et c'est quelque chose qui doit arriver. Je vous rappelle que le CF Montréal est à 8 points la saison dernière de la 5e place. Où le CF Montréal a-t-il le plus progressé? Qui va lui permettre d'avancer, ben, c'est définitivement dans la capacité à défendre plus haut sur le terrain. C'est là qu'on s'est amélioré. Cette capacité à jouer également le milieu de terrain, qui n'a jamais été notre force. On a joué sur les couloirs tout au long de la saison parce qu'on n'avait pas les qualités pour jouer dans l'axe, pour jouer le milieu du terrain. Cette année, les ajustements font en sorte qu'on va être capable de se défendre contre plusieurs formations dans l'axe directement et dans la construction du jeu. Donc, le CF Montréal a progressé énormément là. Quels sont encore les points faibles qui pourraient poser un problème maintenant? Je pense que devant le filet, il faut s'assurer de faire des ajouts intéressants. Au dire de Gabriel Gervais, je sens pas l'urgence. Je sens pas l'urgence pour vrai d'ajouter du talent à cette formation-là. Je pense qu'on va se garder de la latitude et que les prochains mouvements importants pourraient être à la saison estivale. Encore quelques mouvements peut-être et je ne serais pas surpris qu'on en ait. On sait que le mercato se termine, va se fermer là, dans quelques... dans un très court délai du côté de l'Europe. Alors, peut-être un départ pour certains joueurs. On sait qu'il y a des rumeurs sur plusieurs joueurs. On va voir s'il y en a qui vont se confirmer dans ce sens-là au cours des prochaines heures. Mais je ne pense pas que les départs vont entraîner nécessairement à ce moment-ci des arrivées importantes. Par contre, il y a toujours potentiel de s'améliorer sur la gauche. Je trouve qu'on est faible. Si on évolue dans un schéma tactique semblable à celui de la saison 2024, mais je pense qu'on peut faire mieux. Où se situe le CF Montréal par rapport à ses rivaux directs? Je vous dirais que l'objectif du CF Montréal, c'est de gagner des trophées. C'est de gagner un trophée. Donc, si on se concentre sur le championnat canadien, nos rivaux directs, c'est quoi? C'est Toronto, c'est Vancouver. Le CF Montréal a mieux fait dans l'entre-saison que Toronto, qui, par exemple, revient avec 93% de son effectif. Toronto, qui a raté les séries des 2 dernières saisons, revient avec 93% de son effectif. Vancouver est toujours en reconstruction. Incertitude au niveau des propriétaires. Qu'est-ce qui va advenir de la formation? Tout ça pourrait venir troubler un peu la paix intérieure, on va le dire comme ça, à l'intérieur du vestiaire. Est-ce que le CF Montréal est mieux équipé pour affronter les gros clubs? Définitivement. Je pense que oui, cette équipe-là est meilleure que l'an passé. La meilleure recrue de l'entre-saison sera sans aucun doute Sinchuk, qui sera à regarder. Les joueurs qui doivent absolument se démarquer en 2025, Jonathan Sirois et Nathan Saliba, des gros espoirs fondés sur eux. Ils doivent confirmer leur talent pour une revente et Caden Clark a besoin de livrer une grosse saison. Je pense que ça fait le tour. Là-dessus,
Si on regarde l'effectif, moi je suis plus en confiance avec l'effectif 2025 que celle de 2024. Beaucoup plus en confiance à ce moment-ci. Meilleure profondeur, meilleure stabilité, meilleure complémentarité entre les lignes. Laurent Courtois est allé chercher de la latitude pour jouer avec son animation, avec son schéma tactique, ce qu'on n'avait pas la saison dernière. Le CF Montréal, rappelez-vous d'une chose, ne doit pas nécessairement inscrire plus de buts, mais en concéder moins. Est-ce qu'on est allé dans ce sens-là? On a ajouté Jalen Neal, défenseur, sur la liste de la MLS comme étant un des meilleurs U22 sous 22 ans. Je pense qu'on s'est amélioré. Des profils d'attaquants beaucoup plus défensifs qui vont presser davantage. Et je pense que le mot-clé sera celui-là, pressing en 2025. Donc, ça va être bien. Mercredi, prochain balado MLS 24/7. Ici, sur place, vous allez voir un changement. Je ne serai pas en direct, contrairement à là. L'émission sera préenregistrée, mais là, elle sera de plus grande qualité. Vous allez voir tout de suite à la signature visuelle. Vous allez voir ça et fort possiblement que le podcast que vous écoutez présentement, le podcast BBN, va s'en venir comme ça également. Donc, une meilleure structure, une meilleure présentation. Donc, c'est ce qui s'en vient. Samedi, on a lancé le podcast Eurofoot Québec. Si vous nous suivez sur TikTok, vous avez vu Eurofoot Québec. Pour ce mois-ci, l'objectif va être d'ajouter des membres et d'ajouter du contenu. Donc, vous allez voir, on va ajouter du contenu sur le site et c'est ce qu'on veut faire. On voulait se donner janvier, février, mars pour monter la communauté. On entre dans le deuxième tiers de cet objectif-là présentement. Janvier étant fait. Donc, on rentre février. Il reste le mois de mars également pour grandir la communauté. Et là, on va commencer à l'alimenter, cette communauté-là. Fait que vous allez voir de plus en plus de contenu se présenter à vous pour février. Et vous allez voir, on s'en va définitivement dans la bonne direction. Là-dessus, je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous souhaite de passer une excellente semaine.